Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres du journal. Faire face à la délinquance depuis 2017, le nombre de coups et blessures augmente fortement. L'État décide de réagir face à cette menace. Une grande consultation a été lancée. Plus de 30 villes sont concernées. Nous y reviendrons dans un reportage exclusif avec notre partenaire TV78. Dans ce journal également, une révolution numérique dans la santé. Le carnet de vaccination électronique est très prisé des médecins. À Annecy, le centre hospitalier organisait un événement spécial. L'occasion de présenter cet outil jugé indispensable. Nous irons sur place avec notre partenaire 8 Mont-Blanc. S'engager dans l'armée à l'heure des conflits internationaux, des élèves officiers de la marine ont été formés aux techniques militaires. Une préparation très intense dans la base navale de Toulon. De quoi susciter de nouvelles vocations. Nous y reviendrons avec notre partenaire de la Provence. À moins de 100 jours des Jeux Olympiques, un événement marquant dans cette école à Courbevoie, la visite d'une descendante de Pierre de Coubertin, le père des Jeux Olympiques. Ses précieux conseils inspirent les plus jeunes, peut-être de futurs médaillés d'ailleurs. Nous y reviendrons en fin de journal avec notre partenaire 20 Minutes TV. Je vous l'ai annoncé dans les titres, la délinquance est en hausse alarmante. Depuis 2017, le nombre de coups et blessures augmente. L'an dernier, plus de 350 000 faits ont été recensés. Un record. Face à cette menace et suite aux émeutes urbaines de juillet dernier, l'État lance une grande consultation dans plus de 30 villes dans le pays. Un reportage de notre partenaire TV78. Après les émeutes de l'été dernier et les récents événements, l'État a décidé de mettre en place une nouvelle stratégie pour prévenir la délinquance. La secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville va lancer une grande consultation dans 31 villes de France. La femme politique est passée par les Yvelines pour évoquer ce sujet. Parce que le sujet est plus que jamais d'actualité, parce que comment ne pas se déplacer dans une ville et dans un département qui a été si durement touché par les émeutes urbaines. Pour construire cette nouvelle stratégie contre la délinquance, la secrétaire d'État souhaite notamment s'appuyer sur 2 axes, renforcer le lien entre maire et préfet, mais aussi responsabiliser les parents. Les premiers sur lesquels la nouvelle stratégie, la prévention de la délinquance doit s'appuyer, ce sont les parents. De dire aux parents, reprenez confiance en vous. Sabrina Agresti-Roubache s'est tout d'abord rendue dans la commune de Montigny-le-Bretonneux où elle a pu échanger avec les élus, les commerçants, les associations et la police municipale. Nous avons proposé de mettre en place sur Montigny un dispositif sur lequel nous avons travaillé depuis des années justement pour accompagner les familles et les jeunes. La ministre a répondu positivement sur ce sujet. Nous verrons dans les prochaines semaines et prochains mois si elle continue de nous accompagner. Elle s'est ensuite déplacée à Guyancourt. Le quartier du Pont du Routoir a été le théâtre début avril de 2 actes de délinquance importants. Elle a pu rencontrer les professionnels du centre social Yves Montand ainsi que des éducateurs spécialisés. Ce qui était important, c'est que je puisse effectivement lui expliquer, lui montrer quelle était l'importance des acteurs locaux, au travers du centre social par exemple, des agents municipaux, des associations et l'ensemble des actions effectivement faites par les acteurs locaux et en revanche du besoin que nous avons de ce soutien de l'État en termes de force de police. La secrétaire d'État a conclu sa visite sur la place du marché. Il y a un mois, un point de deal avait été démantelé suite à l'opération Place Nette. Sabrina Agresti-Roubache devrait restituer les résultats de cette grande consultation le 23 mai au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Et avec la montée de la délinquance, la situation est parfois très tendue entre les policiers et les plus jeunes. Dans la Loire, cette organisation, vous allez le voir, cherche à favoriser le dialogue et à casser les clichés. Pour l'occasion, les policiers ont encadré des activités sportives de dialogue et de prévention. Un reportage signé Thibaut Rivière pour notre partenaire TL7 sur place. Policiers, jeunes, le constat de leur relation est clair. Quand on part sur l'atelier de dialogue, où les jeunes nous disent oui, je leur dis quel est votre ressenti sur la police, on nous dit oui, la police elle est violente, la police elle est raciste, la police et ça. Et pourtant, ici, place du Forez, dans un quartier populaire de Rive-de-Gier, spécialement choisi, tout le monde s'amuse ensemble, une convivialité autour du sport comme la boxe. Ça fait bizarre, on les voit pas souvent. Et là, c'est une activité cool et dans un bon environnement. Oui, nous, ça nous fait du bien. C'est partager un moment avec les jeunes
Il n'y a rien de mieux, surtout que eux, ça change de leur quotidien de partager ces moments-là avec des policiers, comme par exemple la boxe. Donc dans la boxe, il y a le fait qu'on partage un moment ensemble, mais aussi ça leur permet aussi d'avoir une maîtrise de soi, la confiance et le respect des règles. Un bon moment passé ensemble à l'issue, donc ils sont contents. Mais un endroit également pour parler du métier de policier en lui-même. On peut aider des personnes et voir comment ils travaillent. Comment on utilisait les matraques, ils nous posaient plein de questions. Le but principal, c'est de les mettre un petit peu dans la peau du policier. Donc du coup, on va leur mettre le plastron dans un premier temps, leur expliquer également à quoi ça sert, dans quelles circonstances le policier peut l'utiliser, et également le casque de protection. Sans oublier, on va leur faire tenir le tonfa aussi. Le but, casser les clichés des réseaux sociaux ou de la télévision qu'il peut y avoir entre policiers et population. En tant que fonctionnaire de police, dans le cadre de notre travail, on va aller travailler naturellement avec eux. On va essayer d'échanger avec eux, prendre contact avec eux. Malheureusement, dans certains quartiers, les jeunes ne veulent pas discuter avec la police. Et du coup, c'est plus facile de prendre contact avec des policiers qui sont en survêtement qu'en tenue. Et en fait, les jeunes prennent conscience de certaines interventions policières qu'ils ont pu voir à la télé ou autre. Malheureusement, cette deuxième édition a dû être déplacée dans l'après-midi dans le gymnase Anctil à cause du vent. Le carnet de vaccination électronique est-il indispensable? Les médecins recommandent fortement ce nouvel outil qui permet une meilleure traçabilité. À Annecy, vous allez le voir, le centre hospitalier a organisé une journée très spéciale pour l'occasion. Le public présent avait même la possibilité de se faire vacciner sur place. Un reportage signé Kezia Poudou de notre partenaire 8 Mont-Blanc. Après s'être vue administrer une dose du vaccin, cette patiente est repartie avec son carnet de vaccination complété, mais pas que, sa version numérique sera elle aussi mise à jour. Le centre hospitalier Annecy-Genevois accompagne ceux qui le souhaitent dans la création de carnets de vaccination électroniques. Le nom du vaccin, son numéro de lot et sa date d'injection seront ensuite reportés sur Mon Espace Santé. Mon Espace Santé est une application disponible sur tablette, sur téléphone portable et il y a un mode invité. Et je vais vous montrer dans ce compte invité qu'il y a un espace qui s'appelle Profil médical. Nous pouvons voir ici un test Covid effectué et nous pouvons aller jusqu'à la date, le nom du médecin, le lot. Et nous pouvons également voir les vaccinations à venir ou recommandées, ici tuberculose et tétanos. Un plus donc pour les patients qui peuvent avoir accès en quelques clics à toutes leurs données de vaccination, mais également pour les professionnels de la santé, pour qui cette version numérique est gage de traçabilité. Il y a à peu près un patient sur deux qui a son carnet, donc un patient sur deux qui ne l'a pas et qui ne va pas le retrouver. Donc la traçabilité permet de dire il est ou il n'est pas vacciné. Il n'y a rien de plus compliqué qu'un patient qui arrive et qui dit je ne sais pas. Tous les assurés peuvent activer leur espace santé qui est déjà créé depuis mai 2023. Une action qui peut se réaliser en moins de 5 minutes car la démarche se veut simple et rapide. Classée au 2e rang des régions qui alimentent le plus de dossiers médicaux, l'Auvergne-Rhône-Alpes en comptabilise 3,7 millions et près d'un médecin généraliste sur 2 est actif sur Mon Espace Santé. Et puis c'est un fléau chez de nombreuses femmes. Comment lutter contre l'endométriose? En France, près d'une femme sur 10 est touchée par cette maladie chronique. Dans les Landes, exemple, cette start-up qui développe des tests salivaires pour détecter la maladie. Si cette méthode est validée par la Haute Autorité de Santé, la maladie sera mieux diagnostiquée et nettement plus tôt. C'est un reportage signé Philippe Lewers pour notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. Dans ces tubes se trouvent quelques gouttes de salive provenant de patientes. Dans ce laboratoire, capable d'analyser plusieurs milliers de prélèvements chaque semaine, il est désormais possible de détecter l'endométriose en quelques jours. On extrait donc l'ARN salivaire. Cet ARN salivaire, on l'a amené dans cette pièce avec ces nouveaux automates pour qu'il soit conditionné, pour qu'après l'ARN salivaire soit lu au niveau donc, de séquençage de haut débit, pour transformer ces données biochimiques en données numériques, pour qu'après, l'intelligence artificielle, les algorithmes qui ont été conçus par Zwick fassent leur travail et identifier les 109 biomarqueurs qui signent la présence ou l'absence d'endométriose. L'endométriose est une maladie chronique qui affecte environ une femme sur 10, soit un peu plus de 2 millions en France. Aujourd'hui encore, elle est diagnostiquée, souvent par hasard.
On en découvre de plus en plus chaque année parce que la principale difficulté de cette problématique, c'est d'avoir un diagnostic certain. On a des symptômes évocateurs ou dans certains cas, pas de symptômes. Et pourtant, il y a de la maladie ou il n'y en a pas. Donc c'est toute la difficulté du parcours qui met à peu près aujourd'hui 7 à 10 ans pour avoir un diagnostic. Ce test salivaire, qui est donc pas du tout invasif, qui permet un recueil rapide et un résultat en 10 jours, permettra d'éviter toutes ces chirurgies inutiles et de réduire au maximum le délai pour le diagnostic. C'est le début d'une nouvelle batterie de tests qu'on est en train de développer, qui vont s'intéresser à certains cancers, à d'autres maladies neurologiques, comme la maladie de Charcot. Donc c'est une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir. La Haute Autorité de Santé, tout en reconnaissant l'innovation et les performances diagnostiques de ce test, souhaite mener une étude complémentaire à partir de juin prochain sur plus de 3000 patientes qui permettra de recueillir les données manquantes aujourd'hui avant d'accorder un avis favorable au remboursement de droit commun prévu pour janvier 2025. Et puis des coupures d'Internet se multiplient un peu partout en France, le plus souvent en raison de phénomènes climatiques. Mais dans la Somme, c'est à cause d'un vol de cuivre, très prisé du fait du prix de cette matière première. Résultat, des sites sont privés d'Internet pour plusieurs semaines, une situation qui n'est pas sans conséquences. Un reportage signé Jérôme Aubron pour notre partenaire WEO, la chaîne du groupe La Voix du Nord. C'est un début de saison bien mal embarqué pour Laurent. Ce propriétaire de camping à Vironchot dans la Somme fait face à une coupure d'Internet. On ne peut plus faire de devis, on ne peut plus envoyer les devis, les gens ne peuvent plus faire de réservations. C'est-à-dire qu'eux, ils font des réservations, mais nous, on ne les reçoit pas, ou on les reçoit, mais c'est très compliqué. Et donc, à partir de là, les factures, enfin tout ce qui suit, il y a un manque à gagner. La panne concerne quelques 500 foyers répartis sur 4 communes et fait suite au vol le 22 avril dernier de 3 km de câbles. Des câbles prisés pour leur cuivre dont le prix flambe. Pour assurer son activité, ce restaurateur a pu s'équiper d'un terminal de paiement connecté au réseau 4G. Les clients peuvent bien payer par carte, mais impossible pour le commerçant de percevoir les recettes journalières. La télécollecte qui se fait la nuit, en fait, elle n'est plus possible parce que le réseau il n'est pas assez bon en 4G, donc ça n'arrive pas à se connecter et à arriver au bout de la transaction. Ce qui fait que là, depuis une semaine, il n'y a que des sorties sur notre compte pro, aucune entrée de tout ce qui est carte, et maintenant les 3/4 des gens ont des cartes. Une coupure Internet potentiellement dangereuse en milieu rural. La maire de la commune s'inquiète pour ses administrés équipés d'un système de téléassistance désormais coupé du monde. Les chutes, c'est imprévisible, les problèmes de santé, c'est imprévisible. Et si ces problèmes arrivent, malgré l'existence d'un boîtier, le boîtier ne fonctionne pas. Et si on n'a pas effectivement des voisins attentifs qui peuvent éventuellement prêter un téléphone portable temporairement, eh bien ces personnes peuvent se trouver en danger. La commune de Vironchot mise maintenant sur le déploiement de la fibre prévue en cours d'année pour ne plus jamais être déconnectée. Et puis sans transition, rendons-nous en Provence au sein de la grande base navale de Toulon. Là-bas, des élèves officiers ont eu le droit à une préparation exceptionnelle pour se former aux techniques militaires. Alors programme, exercice de survie après un crash d'hélicoptère, tir à balles réelles aussi, ou encore pilotage de remorqueurs. De quoi leur donner de nouvelles inspirations. Pour la Provence, Rudy Dahan était sur place. C'est une immersion exclusive dans ses coulisses. Regardez. Colmater une voie d'eau après une attaque de torpille, piloter un remorqueur militaire ou encore apprendre à tirer à l'arme lourde. C'est ce que propose cette formation destinée aux élèves officiers de la marine marchande. 12 jours au sein de la base navale de Toulon en immersion aux côtés de militaires. Pour l'ensemble, à mon commandement, garde à vous, fixe. Ça permettait de compléter la formation et de passer donc en marine nationale pour 15 jours. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir s'engager après dans la réserve et de découvrir autre chose. Déjà on a des instructions avant, donc on sait exactement les actions qu'on doit faire. Et les instructeurs nous aiguillent pas mal. Et si le but premier est de renforcer la formation initiale de ces élèves marins, l'objectif est également de susciter des vocations au sein de l'armée. Alors cette formation, elle a pour objet de familiariser des futurs officiers de la marine marchande aux us et coutumes de la marine nationale, en leur présentant un petit peu tous les aspects qui seraient amenés à rencontrer s'ils poursuivaient leur cursus au sein de la marine nationale.
Au final, ces élèves pourront rester réservistes et devront donc consacrer 30 jours de l'année à l'armée, à moins que la formation ait fait mouche et qu'ils ne s'engagent bientôt de manière définitive. Et puis la frégate Auvergne a quitté la base navale de Brest. C'est la 4e frégate anti-sous-marine du programme lancé par la France et l'Italie. Pendant 5 mois, elle avait subi d'importants travaux de maintenance. Près de 400 personnes gravitaient chaque jour autour du chantier. Après les derniers tests d'étanchéité, elle repart désormais en mission sur la façade atlantique et dans la mer du Nord. Enfin, dans les prochains mois, elle poursuivra ses actions de lutte anti-sous-marine. Voilà, et puis c'est un retour dans l'histoire. Depuis près de 20 ans, le mémorial Alsace-Moselle ouvre ses portes au grand public. Le musée se consacre au passé très spécial de la région, notamment marqué par la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1 an maintenant, le site propose des visites guidées, vous allez le voir, à la lumière de la lampe torche. La mémoire des victimes est ainsi d'autant plus éclairée. Une visite immersive signée Elisa Wittich pour notre partenaire Moselle TV. Entre 1870 et 1945, l'Alsace et la Moselle ont changé 4 fois de nationalité. C'est cette histoire que Mélanie Alves-Rollo, guide au mémorial depuis 2017, va conter à la lumière de sa lampe torche. Quand vous passez du centre-ville de Metz, qui est très médiéval, et que vous allez vers la gare, vous voyez bien l'architecture allemande de cette époque-là et le changement aussi, rien que dans la couleur de la pierre. Le public évolue à travers 17 espaces, reconstituant les époques et les dates clés de cette histoire commune entre Alsaciens et Mosellans. L'intensification des combats sur les territoires frontaliers semble imminente. Dès 1939, plus de 600 000 personnes quittent la région pour rejoindre le sud-ouest. En 1940, l'Alsace et la Moselle sont annexées par le Troisième Reich. Là, vous voyez la population alsacienne et mosellane qui s'apprête à repartir en Alsace-Moselle. Donc là, ils sont dans le sud-ouest en train de reprendre des forces. Vous allez bien les voir voyager dans les wagons à bestiaux. Donc même conditions de voyage qu'au retour. Et pour ceux qui rentrent, ça va être le choc. Le choc, puisqu'ils reviennent dès l'été 40, alors que l'Est de la France est occupé par le régime totalitaire. Le cauchemar de l'incorporation de forces commence. Pas moins de 130 000 Alsaciens et Mosellans devront se battre sous l'uniforme nazi. On a l'impression d'être dans le quotidien des gens parce qu'il y a beaucoup d'objets dont on montre des détails comme les bérets qui étaient interdits. C'était très impressionnant effectivement l'architecture allemande qui nous tombe dessus. Vraiment on a l'impression de traverser l'histoire de la région. Le village de Schirmeck, niché au cœur de la vallée de la Bruche, continue de livrer son histoire chahutée, qui fut celle du territoire entre la guerre de 1870 et les prémices de la création européenne au service de la paix. Et puis, comme chaque année, une journée était consacrée à la commémoration des héros et des victimes de la déportation en Martinique. Cette journée célèbre la mémoire de tous les déportés et rend hommage à leur sacrifice. À Fort-de-France, des représentants des armées étaient notamment présents. Ils ont rendu hommage à la quinzaine de Martiniquais morts pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Des gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument aux morts. On ne les oublie pas. Une commémoration pour les héros et victimes de la déportation au monument aux morts, place de la Savane à Fort-de-France. Une quinzaine de Martiniquais morts pour la France ont été ainsi honorés. En présence de représentants des forces armées, de la préfecture, de la ville de Fort-de-France et de diverses associations, des gerbes ont été déposées à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Aujourd'hui, on se rappelle la mémoire de ceux qui ont lutté pour la France, la liberté de la France, nos déportés qui ont beaucoup souffert, nos anciens combattants, les gens qui ont vu, qui ont su commencent à partir parce que les gens prennent de l'âge et c'est important que les nouvelles générations s'y investissent et connaissent en fait l'histoire qui a beaucoup marqué la population française. C'est dire qu'en Martinique, nous ne sommes pas étrangers à l'histoire. Et puis, c'est à nous aussi, parents, à nous, présidents d'associations, de donner l'exemple et de dire il faut être présent, puisque là, c'est une situation parmi tant d'autres. C'est un événement qui est marquant, puisqu'il y a eu tant de films, l'histoire a suffisamment raconté, mais on sait qu'il est nécessaire d'être présent pour que nos enfants, pour que ceux qui nous suivent, comprennent notre engagement aussi.
Rendons-nous maintenant à Grenoble. Parfois un dessin vaut mieux qu'un long discours. À partir d'un don du dessinateur Michel Cambon, la bibliothèque d'études de la ville propose une exposition sur le dessin de presse. L'occasion également pour le dessinateur de rendre hommage à ses maîtres, le regretté GB de Charlie Hebdo. C'est un reportage d'Ambre Crosset pour notre partenaire Télé Grenoble. Aborder l'actualité par l'humour. Rire de sujets difficiles n'est pas une tâche simple. C'est pourtant le pari gagnant du dessinateur de presse Michel Cambon. Depuis 30 ans, il dessine, mais la pandémie de Covid-19 a marqué un tournant pour lui. J'ai fait toute une série donc à la fois sur l'histoire de l'art en temps de pandémie. C'était un petit peu le titre de cette série, quoi. Où j'avais pris une distance, c'est-à-dire que je faisais pas de commentaires d'actualité, mais je faisais vraiment un commentaire de l'ambiance générale, quoi. Et des ambiances avec des scènes pleines de dérision. On voit le petit chaperon rouge qui promène le loup pour aller faire pipi, faire pisser le loup, quoi. Donc voilà, c'était aussi une manière de commenter un peu cette période. Donc ça fait partie des premières illustrations colorées qu'on va trouver. L'objectif de cette exposition, faire comprendre l'histoire du dessin de presse tout en pédagogie. On est parti du principe qu'une exposition, c'était pas un livre. Donc on voulait pas proposer une exposition scientifique, mais on voulait montrer aux gens ce qu'on avait et puis aussi un petit peu leur apprendre, leur donner quelques billes pour regarder un dessin de presse, arriver à le décrypter. Cette exposition est une opportunité pour la bibliothèque de démocratiser le dessin de presse et de mettre en lumière les quelques 4000 exemplaires encore conservés. Voilà, et puis à moins de 100 jours des Jeux Olympiques, l'une des descendantes de Pierre de Coubertin s'est rendue à Courbevoie dans cette école primaire. Vous allez le voir, sur les traces du père des Jeux Olympiques, elle est venue rencontrer ses enfants pour les motiver à faire du sport. De quoi inspirer les plus jeunes avant de repartir étudier. Un reportage de notre partenaire 20 minutes sur place. Valoriser la paix, la résilience et le dépassement de soi, inspirer les jeunes, leur insuffler les valeurs des JO, c'est la mission de l'association de la famille Pierre de Coubertin. Ce matin, une descendante du père des Jeux modernes est allée à la rencontre des élémentaires de l'école Rouget de Lille à Courbevoie. Pierre de Coubertin parlait toujours à la jeunesse. En fait, son audience, c'était vraiment les jeunes. Et je pense qu'il dirait quelque chose, je compte sur vous, l'avenir est en vous, vous êtes le futur et croyez à cette humanité. C'était un grand optimiste, c'était un humaniste en fait. Il était vraiment persuadé que si on crée un espace pour se rencontrer, mieux se comprendre et créer des dialogues, on était voué à créer de l'amitié. J'aimerais qu'ils comprennent que le sport est un véritable atout dans la vie. C'est un élément indispensable en fait de l'éducation, de la formation, parce que ça génère de la concentration, de la détermination, de la volonté, et qui sont des caractères qu'on retrouve dans la vie scolaire et dans la vie professionnelle après. Opération réussie pour l'association de la famille Coubertin. Les enfants ont posé 1000 questions et sont repartis avec des étoiles plein les yeux. Et puis, comment former nos futurs cavaliers? L'hippodrome du Mans propose des courses de poneys pour les plus jeunes, âgés de 8 à 16 ans. Ils ont d'ailleurs pris part à 5 courses différentes, dont une réservée aux plus aguerris. Avec leurs parents, ils ont pris la chose très au sérieux, vous allez le voir. Un reportage signé Othélie Brion et Alexandre Ferrer de notre partenaire LMTV Sarthe. Dans la vague, tu peux prendre le sable vert, s'il te plaît, il y a une petite pochette beige. La préparation est rigoureuse. À 12 ans, Brune est une habituée des hippodromes. Avec plus de 100 courses à son actif, rien n'échappe à l'œil de la cavalière et de ses parents. Je la marche pour qu'elle se détende, je la selle, je la remarche. Si tu n'as pas assez marché ton cheval, ses articulations ne sont peut-être pas totalement dépliées et tu peux blesser ton cheval pendant la course et ça, c'est pas hyper bien. Du côté des box, c'est un autre concurrent, Victor, qui se prépare. À 10 ans, le jeune jockey a déjà une solide expérience. Mon premier poney, c'était un petit poney Pops. Et j'ai gagné 2 courses avec. Et sinon, j'en ai un autre à corne. J'ai gagné 2 courses avec aussi. Et maintenant, je fais du cross. Le virus de la course hippique, Victor le tient de son père, un ancien jockey devenu entraîneur. Et aujourd'hui, c'est sur le soutien de sa mère qu'il peut compter. Il faut les emmener, donc on fait toute la saison, là ça y est, c'est le début. Et on en a jusqu'à mi-octobre. On part un peu dans toutes les régions
Et alors c'est très sympa parce qu'on s'entend tous bien au niveau des parents. Donc on est tous hyper contents de se retrouver. Les enfants sont super contents de se retrouver aussi, donc il y a une bonne ambiance. À quelques minutes de la course, l'amitié entre les cavaliers est cependant un peu mise de côté. Prune a déjà repéré les potentiels concurrents. Mon frère, il a un meilleur poney que moi et un autre, celui de Victor Ferland, Diablotin de Bréal aussi. Il faut dire que des points sont en jeu pour pouvoir participer au championnat de France à Deauville. Et avec sa deuxième place, bien. C'est Victor qui fait la meilleure opération. Voilà, au revoir à tous. Merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir.